Alors, bienvenue à tous, bienvenue donc pour notre troisième webinaire Jeu des Carbone. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, ce sera cette fois-ci un webinaire retour d'expérience. On avait 2 webinaires sur les outils avec les technologies pour décarboner un site industriel et puis les financements. Et aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir Maureen Lacroix, ingénieure développement durable pour la fonderie Staub. Maureen, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous, merci Antoine. Au niveau du déroulé de ce webinaire, dans un premier temps, je vais présenter Staub et son process de manière un peu succincte. Je vais aussi parler des facteurs de lancement en fait, qui ont permis de mettre en place cette démarche de sobriété. Je vais parler aussi des enjeux de conduite du changement auxquels je dois faire face ici et des quelques exemples qu'on a mis en place pour réduire nos consommations énergétiques. Du coup, pour commencer avec Staub et pour vous permettre un peu de mieux comprendre dans quel contexte industriel en fait j'interagis au quotidien, comme son nom l'indique, Staub Fonderie, c'est une fonderie qui se situe à Merville dans le Nord. Nous sommes une ETI d'environ 300 personnes sur site. Nous fabriquons des produits culinaires en fonte émaillée haut de gamme. Et d'ailleurs, certains d'entre vous connaissez peut-être notre produit phare, la cocotte Staub. Sans rentrer dans les détails de l'histoire de l'entreprise qui a connu en fait différents rachats depuis sa naissance, depuis 2008, nous appartenons au groupe allemand Zwilling, qui lui-même détient différentes marques d'ustensiles de cuisine haut de gamme, comme De Meyer ou Ballarini. Maintenant, pour vous parler un peu de notre process et pour que vous vous rendiez compte un peu de comment on fabrique tous nos produits, Staub, c'est avant tout en fait une industrie lourde et dont le process il est très très énergivore. Pour vous donner une idée, c'est une quinzaine de gigawattheures d'électricité et de gaz, donc c'est vraiment pas négligeable. Pour parler du process un peu, nous fondons, du coup, on commence par la fonderie, nous fondons en fait différents matériaux dans des cubilots qu'il faut imaginer comme des grands barbecues géants, desquels en fait sortent notre produit de base de la fonte. Cette fonte-là, elle est ensuite coulée dans des moules en sable et compressée pour obtenir en fait les formes que l'on souhaite. Tout ça, en fait, vient après des étapes de préparation, que ce soit le grenaillage ou l'héberbage, qui permettent en fait de préparer ce qu'on appelle la peau de pièce, c'est-à-dire qu'au niveau de la surface de la pièce, on va donner une certaine porosité pour que derrière, ensuite, l'émail puisse s'accrocher. Et la dernière étape d'émaillage, qui elle aussi est très énergivore, c'est une étape durant laquelle donc, on projette l'émail sur la pièce. La pièce, elle est ensuite séchée dans des gros séchoirs industriels à une centaine de degrés. Et ces pièces-là sont ensuite cuites dans des fours industriels à plus de 800 degrés. Tout ça, en fait, pour atteindre son état de brillance finale, l'état qu'on souhaite quand on achète une cocotte. Maintenant que vous en savez un peu plus sur Staub, je vais vous parler plus concrètement des facteurs en fait, qui ont permis de lancer cette démarche de sobriété. Pour commencer, je dirais que ce qui a été vraiment décisif pour nous, c'est avant tout le contexte de crise qui se joue depuis plusieurs mois, avec, comme on le sait tous, l'augmentation des matières premières, la difficulté d'approvisionnement aussi qu'il y a derrière, tout ce qui est envolée des prix des énergies, donc que ce soit le gaz, l'électricité, mais aussi toutes les obligations environnementales qui sont de plus en plus pressantes et contraignantes pour les industries. Et tous ces bouleversements, en fait, ont eu pour conséquence de remettre en cause la manière dont on consomme et essayer de réfléchir à la façon dont on pourrait faire pour diminuer nos consommations, pour simplement, en fait, se préserver. Aujourd'hui, ça devient clairement vital de diminuer ses consommations énergétiques pour des industries très énergivores. Un autre facteur aussi qui a beaucoup joué pour tendre vers cette sobriété, c'est le fait d'appartenir à un gros groupe, qui avait pris en fait les devants au niveau de la stratégie environnementale. Et ça nous a largement aidé parce qu'en fait, des grands axes avaient déjà été définis. Je pense notamment, on nous a demandé de l'analyse cycle de vie de nos produits, donc pour définir notre impact carbone à l'échelle de notre produit, l'efficacité énergétique, s'intéresser à nos machines, pour essayer de voir si des optimisations ne peuvent pas être faites dessus, mais aussi tout l'aspect décarbonation sur lequel on nous demande de se pencher. Pour vous donner un comparatif, le groupe nous demande de réduire de 42% nos émissions carbone d'ici à 2030, alors que, par exemple, la stratégie nationale bas carbone français demande à ses industriels de réduire de 35% à l'horizon 2030. Donc, on a une demande encore plus ambitieuse de la part du groupe qui entraîne en fait une installation durable dans notre stratégie d'entreprise la décarbonation s'installe durablement dans nos stratégies d'entreprise.
que ce soit à court terme, parce que du coup, les économies d'énergie qu'on va générer va avoir un impact financier positif pour l'entreprise, mais aussi à long terme, parce que ça nous force à réfléchir peut-être à un mix énergétique plus vert, mais aussi ça préserve Staub en fait simplement de l'instabilité des prix, et on parle clairement là de viabilité d'entreprise, et c'est primordial aujourd'hui. Et le troisième facteur, je dirais, qui a beaucoup joué pour Staub, c'est le fait de créer mon poste. Donc, comme je le disais dans ma présentation, je suis en poste chez Staub depuis 1 an. Et en fait, clairement, le fait de mettre quelqu'un à 100% sur ce type de sujet a beaucoup aidé en fait à déclencher la démarche, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de bonnes idées dans l'entreprise, mais que le facteur temps, le facteur humain est très limitant, et qu'au-delà en fait des missions principales que les personnes ont dans leur poste, c'est très difficile de mettre en place parfois des projets de grande ampleur. Donc voilà, je dirais pour ce qui est des facteurs de déclenchement de la démarche. Ensuite, comme vous en doutez, j'ai dû faire face aux enjeux de conduite du changement. Les êtres humains, en règle générale, n'aiment pas le changement, et qui plus est, il faut imaginer que la fonderie, déjà, c'est un milieu de travail où les conditions de travail sont très difficiles, dans le sens où les opérateurs, ils travaillent dans le froid l'hiver, le chaud l'été, le bruit, la poussière. Enfin, c'est un environnement qui est quand même assez dur, et ils se lèvent de la fonte à longueur de journée, donc c'est éprouvant. Et autant vous dire que clairement, les préoccupations environnementales, c'est pas leur souci premier. Du coup, c'est pas simple d'aborder le sujet déjà de base. Ensuite, c'est un milieu dont les compétences et les connaissances sont très spécifiques, et c'est des métiers qui s'apprennent uniquement sur le terrain. On a un process qui est par exemple très instable. Je pense notamment, je vous dis un exemple, quand il pleut, l'humidité est différente, ça peut impacter la qualité de notre sable, qui derrière va impacter la qualité de nos pièces. Et du coup, quelque part, ça façonne des personnes qui sont expertes chez Staub, et qui sont capables en fait de finement réguler le process. Et du coup, elles ont des habitudes qui sont bien ancrées, justifiées bien sûr, mais bien ancrées. Et du coup, c'est un savoir qui est difficilement réfutable, surtout quand on commence à arriver. Et c'est une autre difficulté, c'est le fait que je suis jeune. C'est difficile de questionner un process quand on n'a pas beaucoup d'expérience dans le milieu industriel. Et aussi, c'est bête, mais je suis une femme, et du coup, je suis clairement au milieu d'une marée d'hommes. En production, il n'y a que des hommes. Du coup, il faut aussi réussir à faire sa place, et essayer de faire comprendre le pourquoi on veut mettre en place du changement. Et ça, en fait, ça vient du coup dans les solutions que j'ai trouvées pour pallier en fait à ces difficultés. C'est un bien grand mot, l'humilité, mais c'est vraiment se mettre dans une position d'être à l'écoute des gens. C'est vrai que quand on arrive, on a envie de tout chambouler, et on a envie de dire mais pourquoi on fait ça comme ça pollue trop. Mais en fait, il faut vraiment se mettre dans une position d'être à l'écoute, et en fait d'essayer de comprendre sans juger le pourquoi ils font comme ça, et en fait donner aussi les moyens aux gens de proposer des solutions. C'est aussi hyper important. Je fais aussi appel à la sensibilisation, à l'appel du bon sens, dans le sens où on a une plateforme qui est comme un Facebook professionnel, sur lequel en fait est publié quotidiennement des informations sur la vie de l'entreprise. Et en fait, j'ai utilisé cet outil comme moyen de sensibilisation au développement durable, parce que cet outil en fait il est utilisé aussi bien par les personnes de production que par les personnes des bureaux. Et du coup, en fait, de façon hebdomadaire, je sensibilise en parlant par exemple du calendrier des fruits et des légumes de saison, de l'importance de consommer français, des bénéfices environnementaux de consommer durable au lieu de tout jeter. Vous devez vous dire oui, ben, ça ne va pas trop changer grand-chose, effectivement, mais en fait, quelque part, c'est un travail de fond qui plante un peu la petite graine de prise de conscience environnementale dans la tête de chacun. Et en fait, ça permet aussi de plus facilement amorcer les changements en disant mais en fait vous vous rendez compte les impacts que ça a sur l'environnement, etc. Et en fait, quand on est déjà sensibilisé, on se dit bah oui, en fait on peut peut-être essayer de faire différemment. Donc ça fait partie aussi des solutions que j'ai trouvées pour aider à implanter la démarche. Et enfin, je pense que c'est le point le vraiment primordial quand on est dans ce genre de démarche, c'est demander l'avis et faire participer activement en fait les personnes de l'entreprise, pour que tout le monde s'approprie le sujet en fait de la sobriété, dans le sens où il faut que les gens s'expriment, les gens ont des idées, et c'est hyper important de prendre des temps pour échanger. Moi, ce que j'ai fait, c'est que quasiment dès mon arrivée, donc au bout de quasi 1 mois, j'ai organisé un brainstorming géant avec toutes les entités de l'entreprise. Du coup, que ce soit le process, la qualité, la maintenance,
la production, etc. Et j'ai posé la question: est-ce que vous avez des idées pour faire des économies d'énergie? Ces personnes-là sont là, comme je vous disais, depuis des années dans l'entreprise. Ils voient des choses. Ils n'ont pas forcément le temps de s'en occuper, mais ils détiennent le savoir. Et du coup, c'est leur poser la question. Et du coup, moi, en fait, ça m'a permis, sans maîtriser le process, clairement, sans maîtriser vraiment tous les aspects techniques qu'il y a à maîtriser quand on est sur ce genre de poste-là, ça m'a donné déjà une bonne base de travail pour lancer la démarche. Donc voilà au niveau des enjeux de conduite du changement. Et du coup, la troisième étape de ce brainstorming sur les actions concrètes qu'on a menées chez Staub depuis le début de la démarche, c'est réparti en 2 actions. Donc les actions, je vous les catégorise en 2 actions, du coup, sans investissement et avec investissement financier. Je viens de vous évoquer le brainstorming. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de ce brainstorming, il y a beaucoup d'idées qui ont émergé, qui m'ont donné une base. Et du coup, j'ai dû les catégoriser et les prioriser en fait en fonction de pas mal de facteurs. Déjà, leur faisabilité financière, leur faisabilité humaine aussi, la quantité de temps que ça demandait à mobiliser et la proportion aussi occupée en termes de consommation énergétique. Ça, c'est assez important parce que c'est bien de faire de la sensibilisation, par exemple, à l'éclairage, c'est important, ça fait partie de la démarche, mais il faut, pour une entreprise, il faut taper vite, il faut taper fort, surtout quand les consommations coûtent si cher. Les consommations énergétiques, pardon, coûtent si cher. Et du coup, j'ai déjà commencé avec les investissements non financiers, donc il n'y a pas nécessité d'apport de base de la part de Staub. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a diminué, par exemple, les températures de stand-by du four électrique. Il faut imaginer un énorme four électrique qui chauffe des pièces à 800 degrés et qui, du coup, en fait, ne tourne pas le week-end, mais pour des raisons, du coup, de maintenance, on ne peut pas l'arrêter. Et en fait, les gens laissaient le four tourner tout le week-end à 800 degrés à son état de base de production. Et du coup, on s'est dit, mais c'est pas possible, on peut pas descendre au moins température, etc. Et du coup, on a vu avec le constructeur et on a pu descendre en fait à de moitié. Et ce qui nous a permis, de générer pas moins de 35 000 kWh d'économisés calculés à l'année. Donc, ce qui est énorme. On a ensuite pensé à décaler les horaires de redémarrage de nos fours. Donc ça, c'est vraiment une question purement organisationnelle. C'est-à-dire que les personnes de production démarraient les fours à 1h du matin. Et en fait, la production ne commençait jamais avant 5h. Je me suis dit, mais on peut pas essayer de décaler un peu avant. Donc, j'ai vu avec le process combien de temps le four il mettait de temps à monter en température. Est-ce qu'il y avait quelqu'un sur place qui pouvait gérer du coup cet allumage de four un peu plus tardif pour gagner du temps, etc. Et tout ça fait que nos 4 fours, on a réussi en fait à décaler les heures de redémarrage entre une demi-heure et 2 heures avant le début de la prod le lundi matin. Et tout ça, on a économisé 4000 m3 de gaz, soit environ 95 000 kWh. Encore une fois, c'est calculé à l'année, hein, les chiffres que je vous donne. Et enfin, on avait aussi un four sur lequel, en fait, on a déjà une technologie de récupération de chaleur, c'est-à-dire qu'en fait, la chaleur du four est réinjectée dans un séchoir via un échangeur. Et en fait, du coup, on chauffe on sèche nos pièces via la chaleur du four. Et tout ça, ça nous permet en fait de limiter l'utilisation des brûleurs à gaz qu'il y a dans le séchoir. Et ça, en fait, juste en régulant un peu plus finement l'apport de chaleur du four vers le séchoir, on est passé de 175 m3 par jour à 130 m3 par jour de gaz, ce qui à l'année nous a fait économiser des centaines de mètres cubes de gaz. J'ai calculé globalement à peu près en termes d'économie financière qu'on a fait sur un an. Ça représente pas moins de 90 000 euros d'économisés encore une fois, sans investissement financier. Donc pour l'entreprise, c'est hyper intéressant et ça permet vraiment de montrer tout le monde qu'il y a un intérêt en fait à lancer cette démarche de sobriété. Et ensuite, pour parler des investissements financiers cette fois, on est en cours d'étude sur ces projets-là parce que comme vous l'imaginez, du coup, dès qu'il y a un enjeu financier, il y a beaucoup plus de réflexion aussi derrière à faire au niveau de la stratégie d'entreprise. On a étudié la réfection d'un de nos fours, donc c'est-à-dire qu'on essaie de mieux l'isoler pour consommer moins.
On est aussi en cours d'installation d'un échangeur pour récupérer la chaleur parce qu'en fait, ce four est très vétuste et du coup, la technologie dont je vous ai parlé avant, récupérer la chaleur du four pour la réinjecter dans le séchoir, c'était encore pas mis en place. Et du coup, en fait, pour le moment, on attend de voir dans le concret, mais le ROI, il est inférieur à 1 an. Alors que c'est des investissements assez conséquents. Mais du coup, encore une fois, avec le prix des énergies, on s'y retrouve très, très vite. Et du coup, ça permet en fait aussi d'accélérer la mise en place d'une démarche d'économie d'énergie. Et enfin, on est en étude sur tout ce qui est récupération de chaleur fatale. On essaye de caractériser, de quantifier nos gisements de chaleur, notamment, par exemple, je pense au-dessus de nos fours, au niveau de nos cheminées, etc., pour essayer de réutiliser cette chaleur à bon escient dans notre process. Et à savoir qu'en plus, pour les industriels, il y a des très bonnes aides qui existent. Et nous, par exemple, on a réussi de la part de l'ADEME à décrocher une aide à hauteur de 50% pour cette étude. Donc, c'est vraiment, encore une fois, pas négligeable du tout. Et tout ça fait qu'en fait, cette démarche de sobriété, finalement, c'est des sujets qui peuvent être rapidement pris en charge dans l'entreprise. Et en fait, si je dois résumer, le contexte énergétique rend vraiment très favorable cette mise en place de démarches de sobriété et avec des retours sur investissement pour l'entreprise qui sont souvent très, très rapides, surtout quand on est très énergivore, ce qui est souvent le cas pour des entreprises aussi consommatrices. Et je tiens aussi à insister sur le fait que moi, j'ai été là beaucoup pour chapeauter. C'est important qu'il y ait quelqu'un qui lance les démarches, qui gère l'aspect technique, qui rassemble les gens, etc. Mais il faut pas oublier que ces actions, elles ont été mises en place par des projets, c'est le fruit pardon, d'un travail d'équipe vraiment, et que des experts techniques sont là et qu'il ne faut pas hésiter sans modération à utiliser vraiment toutes les compétences de l'entreprise pour lancer cette démarche de sobriété.